Bienvenue à Grand Reportage. Savez-vous qu'il y a au-dessus de nos têtes environ 1 millier de satellites? Depuis les années 50, notre merveilleux monde interconnecté repose essentiellement sur ces bijoux technologiques indispensables maintenant dans notre quotidien. Si les États-Unis possèdent près de la moitié des satellites en activité, la moitié de tous les satellites est utilisée à des fins militaires. Et pour plusieurs, c'est là où le bas blesse. Car non seulement les Américains veulent-ils contrôler l'espace, mais cette militarisation ouvre la porte à des conflits potentiels aux conséquences qui peuvent même être désastreuses. Russia shocks the free world. The USSR hurls into orbit the world's first Earth satellite, Sputnik 1. 3, 2, 1, fire command. La guerre froide fut le détonateur d'une course à l'espace qui allait capturer notre imagination et alimenter nos rêves d'exploration pour les décennies à venir. Mais franchir la barrière de l'atmosphère allait aussi révolutionner notre vie sur Terre. Loin des regards, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, un fragile réseau de satellites gère nos sociétés interconnectées. Environ 1000 satellites sont aujourd'hui en orbite et près de la moitié de ces satellites appartiennent aux États-Unis, faisant de ce pays la nation la plus avancée sur le plan des technologies spatiales, mais aussi la plus dépendante de ces systèmes. L'espace est la pierre angulaire de notre sécurité nationale. Nous n'avons pas d'alternative. La domination militaire de l'espace est notre seule option. Cette conviction doit guider nos pas pour les 50 prochaines années. L'US Air Force Academy à Colorado Springs. Une institution qui prépare l'élite militaire spatiale de demain. César Auguste devint empereur 27 ans avant la naissance du Christ. Sous son autorité, les peuples de l'Empire romain vécurent mieux que jamais. Les routes se développèrent, les pirates cessèrent de menacer les navires marchands en haute mer. La vie devint si agréable que l'on donna un nom à cette époque. On l'appela et on l'appelle toujours la Pax Romana, la paix romaine. Une autre ère a été baptisée comme elle. On l'appelle la Pax Americana, la paix américaine. C'est une période au cours de laquelle l'influence américaine sur le monde généra une ère de paix relative. Mais aujourd'hui, la Pax Americana est menacée. La plupart d'entre nous croient que la paix est l'absence de guerre. Mais la seule paix est en réalité la présence du Seigneur dans votre vie. Un beau matin, vous vous retrouverez en zone de guerre. Le Seigneur ne vous sortira pas de cette sombre vallée de la mort, mais il guidera vos pas durant votre traversée. Dans Isaïe 54, il est dit « Les montagnes peuvent s'effondrer et les collines chanceler, mais mon amour ne te quittera pas et notre alliance de paix jamais ne disparaîtra. » Mon nom est cadet première classe Colton Tuttle, ici à l'Air Force Academy. Je vais recevoir mon diplôme dans 44 jours et j'espère apporter ma contribution pour que tout le monde ici puisse vivre dans un monde libre. Pax Americana, c'est un concept politique disant que parce que les États-Unis sont actuellement la seule superpuissance, ils ont non seulement les moyens, mais le devoir de maintenir la paix dans le monde. Les États-Unis ont désormais la possibilité de se positionner en empire et de fonder une Pax Americana pour les décennies à venir.
Et bien sûr, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de contrôler tout l'espace. La Chine a testé une arme spatiale en détruisant un satellite météo obsolète à 800 km d'altitude. Des sources officielles du gouvernement américain indiquent que la Chine est parvenue, après 3 essais, à détruire l'un de ses propres satellites. Ce test confirme la volonté chinoise d'établir une présence militaire dans l'espace. Les satellites espions qui assurent notre sécurité sont-ils menacés? Cette destruction à 800 km au-dessus de la Terre a créé des milliers de débris en orbite. Cela nous rend vulnérables. Cela pourrait nous ruiner. Est-ce là leur objectif? Le test d'une arme anti-satellite par la Chine en janvier 2007 a soulevé de nombreuses inquiétudes par rapport à la vulnérabilité des satellites américains. Les États-Unis, et particulièrement nos services de renseignement, s'inquiètent d'une attaque éventuelle qui ne serait pas d'ordre nucléaire, ni chimique, ni biologique, mais qui pourrait bien être technologique. Une attaque surprise contre des satellites est un scénario catastrophe étudié par les forces armées américaines. En détruisant 50 satellites militaires américains, les Chinois pourraient littéralement paralyser nos forces. Ils empêcheraient le commandement de communiquer avec ses troupes sur le terrain. Ils rendraient les services de renseignement aveugles en les privant des satellites électro-optiques qui leur permettent de suivre les mouvements ennemis autour du globe. Et ils pourraient aussi brouiller les systèmes de navigation qui guident les bombes vers leurs cibles. À bien des points de vue, ce serait un Pearl Harbor électronique. Sans l'espace, les États-Unis ne pourraient mener aucune opération militaire de manière efficace. L'industrie civile de l'espace génère plus de 250 milliards de dollars chaque année. La destruction d'un seul satellite en orbite pourrait entraîner de graves conséquences sur l'économie et la vie quotidienne de millions de citoyens. Quand vous pensez à l'espace, en général, vous pensez au télescope Hubble ou aux sondes envoyées sur Mars. Mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'on utilise l'espace chaque jour. Quand vous utilisez votre téléphone portable. Quand vous retirez de l'argent d'un guichet automatique. Les satellites transmettent vos émissions de télé et l'actualité en direct partout dans le monde. Vous faites appel aux satellites dès que vous utilisez un système de positionnement pour le trafic aérien, la navigation, la circulation routière et même dans votre voiture. Il n'y aurait pas de prévision ni d'alerte météo sans les satellites. Notre vie entière dépend des satellites. Ils sont essentiels, mais nous n'en aurons conscience que si nous les perdons. Il est absolument vital pour les États-Unis d'empêcher quiconque de s'en prendre à nos satellites. Nous devons pouvoir y recourir quand et comme bon nous semble, quitte si nécessaire à en interdire l'accès aux autres. Le monde a changé. À mesure que de nouveaux pays acquièrent une présence dans l'espace, la possibilité de voir surgir une guerre spatiale n'est plus du domaine de la science-fiction. Dans ce monde nouveau, nous devons utiliser des moyens nouveaux. Voici l'Air Force Space Command, un corps d'élite qui veille aux intérêts américains tout autour du globe. Je suis professeur en chef au département d'astronautique ici à l'Air Force Academy, où nous enseignons depuis toujours les fondements de l'astronautique à nos cadets. Depuis 40 ans déjà, chaque cadet qui obtient son diplôme à l'Air Force Academy a suivi au moins un cours dans notre département. Et cette région-ci, comment s'appelle-t-elle? Bow-Shock, correct. Et en surimpression, bien entendu, nous avons une HEO, orbite elliptique haute.
En stratégie militaire, si on veut contrôler le champ de bataille, on doit être les premiers à contrôler le high ground, le point le plus haut. Que ce soit sur Terre, en mer, dans les airs et maintenant dans l'espace, celui qui contrôle la position culminante gagne l'avantage. Alors empêcher l'ennemi d'y accéder en premier est très important. L'espace est donc considéré comme l'ultime position culminante. Pour un État, saisir et conserver cette position représente aujourd'hui le même avantage que dans l'histoire, qu'il s'agisse d'une colline, d'une montagne ou de l'espace aérien dans la seconde moitié du XXe siècle. Interdire l'accès implique l'usage de la force. Des armes placées dans l'espace. Organiser la protection des satellites américains face aux différentes menaces potentielles est la responsabilité de l'US Air Force. Les États-Unis vont devenir les gendarmes de la planète. Ce titre est-il correct? Est-ce qu'il décrit bien notre responsabilité? Cette mission est-elle semblable à aucune autre? Si vous regardez par exemple la marine, l'un des premiers rôles qui lui a été confié était de combattre les pirates. Eh bien, quand vous voyez le potentiel commercial de l'espace, il est logique qu'une des missions les plus importantes de l'Air Force soit d'y maintenir l'ordre. La quête de sécurité va pousser de plus en plus de pays à développer des moyens militaires dans l'espace. Tôt ou tard, il y aura des affrontements et tôt ou tard, l'espace va devenir un champ de bataille pour le meilleur et pour le pire. Et les mêmes règles que nous appliquons aux forces militaires dans les autres domaines s'appliqueront à l'espace. Bien entendu, toute comparaison a ses limites, mais je pense que l'analogie espace-océan est tout à fait appropriée. Tout comme les Hollandais contrôlaient les mers au XVIIe et les Britanniques y imposaient leurs lois au XVIIIe et XIXe siècle, et de la même façon que les États-Unis l'ont fait au XXe et le feront au XXIe siècle, cela consiste à protéger les voies commerciales et à neutraliser les pirates qui pourraient s'y trouver. Nous pouvons faire la même chose pour l'espace. Nous pouvons le faire d'une manière qui sera profitable pour nous et pour les autres. Il s'agit de régenter l'espace pour le bien commun. Pouvez-vous m'épeler le nom de votre vaisseau, capitaine? Personne ne dit rien quand la marine des États-Unis déploie des centaines de navires de guerre lourdement armés sur tous les océans. Personne ne nous accuse d'arsenaliser les mers, parce que tous savent que nos armes assurent la libre circulation de tous ceux qui ont des intérêts pacifiques. Des engins militaires déployés dans l'espace pourraient tout autant contrôler ce territoire pour le bien de tous. L'US Air Force a été chargée de garantir notre accès à l'espace et d'en interdire l'accès aux autres en temps de conflit. Est-ce que l'Air Force peut remplir cette mission sans armes? Mes chers compatriotes, nous nous engageons ce soir dans une initiative qui pourrait changer le cours de l'histoire. Je sollicite vos prières et votre appui. Merci, bonne nuit. Quand je suis entré au comité des forces armées de la Chambre des représentants en 1985, on m'a confié la tâche de superviser le développement de la Strategic Defense Initiative. C'était le projet Guerre des étoiles du président Reagan. Cette nouvelle stratégie nationale nous protège d'une destruction mutuelle assurée. En pleine guerre froide, SDI, plus connu sous le nom de Guerre des étoiles, était conçu pour détruire tout missile ennemi grâce à une série d'intercepteurs placés en orbite. Quand nos systèmes d'alerte détectent un lancement soviétique, les intercepteurs américains sont lancés et le niveau 1 activé. À l'époque, on disait que ça allait marcher, que la technologie était presque au point et que tout allait changer. Je me souviens d'un briefing de notre directeur qui disait que non seulement la défense antimissile, mais toutes les armes allaient être installées dans l'espace, que l'espace était le nouveau high ground, la position culminante où d'ici la fin du siècle, toute opération militaire aurait lieu. Ce fut un débat d'envergure stellaire. Le grand astronome national contre le responsable de la guerre des étoiles au Pentagone. Cela ne peut pas protéger la population des États-Unis.
Les soviétiques peuvent esquiver ce système, le déjouer, le contourner. Pour ma part, je ne peux en aucun cas accepter l'idée que ça ne peut pas marcher. SDI n'a jamais quitté la planche à dessin. Le projet était trop ambitieux pour l'époque. La technologie n'était pas au rendez-vous et le traité antimissile balistique empêchait de mener à bien les tests nécessaires au bon développement du projet. Bombardement de précision et gestion des combats en temps réel. C'est notre mission et nous sommes capables de la mener à bien grâce à la synergie de nos forces dans l'espace, dans les airs, sur terre et sur mer. Nous avons commencé à utiliser l'espace pendant l'opération Tempête du désert et nous l'avons exploité depuis dans tous les conflits. Et on s'en sert de mieux en mieux. Alors que le projet d'arsenaliser l'espace était mis en sourdine, l'usage de satellites militaires pour les communications et le guidage de projectiles vers leurs cibles ne cessa d'augmenter. Depuis la première guerre du Golfe, la présence militaire dans l'espace est accrue, jusqu'à devenir la pierre angulaire de toute opération. Lors des frappes aériennes sur Bagdad en mars 2003, 71% des munitions lancées sur la capitale irakienne étaient guidées par satellite. Au début du XXIe siècle, la guerre des étoiles refit surface, mais sous un autre nom, bouclier antimissile. Nous devons construire un bouclier antimissile pour faire face aux menaces de ce monde. Je sollicite votre collaboration pour bâtir ensemble un bouclier antimissile. Nous devons développer et déployer un bouclier antimissile efficace. Au début des années 2000, quand le président Bush a pris ses fonctions, lui et son entourage immédiat, c'est-à-dire Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld et Dick Cheney, n'avaient que deux priorités. La première était de se débarrasser de Saddam Hussein et la seconde était de construire un bouclier antimissile. Bonjour. Je sors à l'instant de réunion avec mon Conseil national de sécurité. Nous avons examiné ce dont j'ai déjà discuté avec mon ami le président Vladimir Poutine lors de nombreuses rencontres au cours des derniers mois. C'est-à-dire la nécessité pour les États-Unis de sortir du cadre du traité antimissile balistique de 1972. Quand George Bush est devenu président, il a immédiatement donné un préavis de 6 mois à la Russie, annonçant que les États-Unis allaient se retirer du traité antimissile balistique, qui empêchait les États-Unis de tester et de déployer leurs soi-disant boucliers antimissile et d'autres systèmes spatiaux. Le Pentagone a déclaré que l'espace sera le prochain champ de bataille. À cet effet, le secrétaire à la Défense a placé l'espace comme plus haute priorité du Pentagone en nommant un général 4 étoiles à la tête de l'Air Force Space Command, qui supervisera toutes les activités militaires spatiales, y compris le tout nouveau système de défense antimissile. Nous portons une attention particulière à la protection et au maintien de nos intérêts dans l'espace. Selon le Pentagone, c'est un premier pas vers le déploiement d'armes spatiales. Les États-Unis sont leaders en termes de recherche et développement d'armes spatiales. Classés secrets et maintenus dans les budgets occultes du Pentagone, ces programmes ont un coût annuel de plusieurs milliards de dollars. Quelle technologie profite donc de ces financements ? Starfire a servi principalement à faire de la recherche dans le domaine de la reconnaissance de satellites. Ils ont aussi fait beaucoup de travaux en astronomie pour localiser les étoiles. Le laser détermine avec précision où se situe l'étoile et à quelle distance elle se trouve. Dans les documents budgétaires de l'Air Force, il est également fait mention de l'utilisation de Starfire comme d'une arme anti-satellite. L'Air Force a soutenu devant le Congrès qu'elle n'avait nullement l'intention d'utiliser Starfire contre des satellites. Toutefois, ils font des tests pour générer un rayon très concentré et le rendre stable à longue distance, pour le pointer sur un satellite. Si vous voulez localiser un satellite, vous n'utiliserez pas un rayon laser très fin. En fait, il vous faut un rayon plutôt large parce que vous voulez être sûr d'attraper le satellite dans votre champ de vision.
Alors plusieurs d'entre nous, ici, commencent à se demander si ce genre d'activité ne serait pas en fait un test d'armes anti-satellites. En avril 2005, l'Air Force a lancé un satellite expérimental appelé le XSS-11. En théorie, ce microsatellite a la capacité de démolir d'autres satellites. Cela s'est-il déjà produit? Non. Cela peut-il arriver? En principe, oui. Mais on n'en sait pas plus. Une des choses que les gens doivent savoir, c'est que la plupart des technologies utilisées dans l'espace peuvent servir comme armes ou être utilisées à des fins purement scientifiques. Des lasers pour localiser quelque chose? Bonne idée. Des microsatellites qui tournent autour d'un gros satellite pour prendre des photos? Bonne idée. Cela peut vous aider à trouver la cause d'une panne, ce qui est difficile à savoir autrement. Ce même microsatellite qui tourne autour d'un gros satellite peut être dirigé vers un autre satellite, le frapper et le détruire. La technologie ne pense pas. Elle ne sait pas si c'est un usage offensif qu'on lui demande ou une utilisation pacifique. Tout dépend des intentions de ceux qui fabriquent et utilisent ces systèmes. Le bouclier antimissile est considéré par certains critiques comme étant la face visible du programme d'armes spatiales américain. Dans les entraînements militaires, des nations dites dissidentes lancent des missiles balistiques sur des villes américaines. Mais en réalité, qui est en mesure de mener à bien ce type d'offensive sur les États-Unis? Ce qui est frappant, c'est que la menace de missiles balistiques diminue. Elle n'augmente pas. Il y a beaucoup moins de missiles balistiques dans le monde qu'il y a 15 ans. Beaucoup moins de pays ont des programmes de missiles balistiques. Il y a moins de pays hostiles aux États-Unis qui disposent de missiles balistiques. Si vous regardez bien, on se sent menacé en fait par deux États. La Corée du Nord et l'Iran, mais ils n'ont que des missiles de moyenne portée. Ils sont incapables d'atteindre les États-Unis. Depuis Ronald Reagan, chaque gouvernement, républicain ou démocrate, a soutenu le projet de bouclier antimissile. Sous différents noms. Et pour un total estimé à 200 milliards de dollars. Si une attaque de missile reste improbable, pourquoi alors maintenir un programme aussi coûteux? Le système antimissile américain peut-il être utilisé contre des cibles autres que des missiles balistiques? Tout système de défense antimissile peut servir d'arme antisatellite, qu'il soit installé dans l'espace ou ailleurs. C'est inévitable car viser un missile balistique est beaucoup plus compliqué que de viser un satellite. Autrement dit, le bouclier antimissile pourra toujours être utilisé contre des satellites. En février 2008, les États-Unis utilisèrent leur système de défense antimissile pour détruire un de leurs propres satellites. La démonstration était claire. Ces intercepteurs offraient dorénavant la capacité d'abattre tout satellite en orbite terrestre basse. Le bouclier de défense antimissile est un cheval de Troie qui n'a rien à voir en aucune façon avec la défense. C'est un système fondamentalement offensif. Je suis allé sur les bases de Colorado Springs et j'ai personnellement vu l'inscription au-dessus de la porte « Maître de l'espace ». Et j'ai lu les documents du Space Command, notamment le fameux Vision pour 2020. Depuis des années, on peut y lire que les États-Unis vont dominer l'espace et qu'ils empêcheront d'autres nations d'y accéder. Nous, les États-Unis, 5% de la population mondiale, allons interdire aux autres nations d'aller dans l'espace.
C'est tout à fait provocateur. Notre domination dans l'espace est tellement absolue que je plains tout pays qui oserait s'en prendre à nous. La synergie de nos forces aériennes, terrestres et marines, et notre aptitude à contrôler le champ de bataille et à nous emparer de la position culminante, tout cela est dévastateur. À ce jour, le déploiement en orbite d'armes capables d'atteindre des cibles terrestres n'est pas confirmé. Toutefois, certains systèmes dits de bombardement orbital sont en phase de recherche. Selon le Pentagone, déplacer la course aux armements dans l'espace sera le plus grand projet industriel de l'histoire de l'humanité. Ils ne peuvent pas prendre de risques. Il leur faut un ennemi. Il faut que la population ait peur. Quelqu'un va nous attaquer avec des armes nucléaires. Il nous faut un bouclier antimissile pour nous protéger des attaques. L'Irak, un des États voyous, l'Iran, la Corée du Nord. Et maintenant, ils mettent la Chine dans le même sac. Depuis 3 ans, le Pentagone s'efforce de diaboliser la Chine. Et sans le savoir, la Chine a joué le jeu des États-Unis avec son test anti-satellite. Selon certains experts, ce test anti-satellite ne fut pas une surprise pour les autorités américaines. Tout semble démontrer que l'intention de la Chine, avec cet essai anti-satellite, était d'alerter la communauté internationale de la politique de domination des États-Unis. Ce faisant, la Chine a aussi montré aux États-Unis que toute arme déployée en orbite pourrait être abattue. Nous ne voulons certainement pas d'un avenir où la Terre serait entourée d'armes. Cela rendrait l'humanité encore plus vulnérable qu'elle ne l'est déjà. Au sein des Nations Unies, la Chine, avec nombre d'autres pays, tente depuis les années 80 d'étendre la portée du traité de l'espace. Datant de 1967, le texte interdit le positionnement d'armes nucléaires dans l'espace, mais il n'interdit pas le déploiement d'armes conventionnelles. Chaque année, cette initiative est rejetée par les États-Unis. Ça se termine à 160 contre 1, à 170 contre 1. Les États-Unis sont la seule nation qui vote contre. Nous sommes isolés sur ce sujet. Avec ce genre de politique, nous avons poussé nos alliés à chercher une plus grande indépendance stratégique par rapport aux États-Unis. Certains observateurs, surtout en Europe, diront peut-être que c'est une bonne chose, que c'est un avantage d'avoir leur propre politique dans l'espace pour éviter une trop grande dépendance. Mais d'un point de vue américain, il me semble qu'il serait préférable d'intégrer nos alliés à notre stratégie. Lors de tensions diplomatiques, le GPS américain peut être déconnecté par son propriétaire. Comme la Russie et la Chine, l'Europe développe désormais sa propre constellation de positionnement avec le système Galileo. Nous avons dépassé les limites de la rhétorique ici aux États-Unis et nous devons revoir notre position parce que nos actions ont des conséquences négatives et nous incitons d'autres nations à nous affronter dans l'espace. Depuis de nombreuses décennies, les États-Unis poursuivent une doctrine militaire de contrôle spatial.
Sans traité bannissant à ce jour le placement d'armes dans l'espace, seule une mobilisation du Congrès pourrait freiner de tels développements. Il serait rassurant d'imaginer que l'arsenalisation de l'espace pourrait être évitée. Non pas grâce à une forte opposition du public, ce qui serait extraordinaire, mais simplement parce que nous n'avons plus les moyens financiers de le faire. Mais à une époque où les États-Unis s'accordent chaque année un budget militaire de 500 milliards de dollars, c'est une éventualité sur laquelle il ne faut pas trop compter. C'est vraiment absurde. Nous sommes prêts à dépenser des centaines de milliards de dollars pour contrôler l'espace, alors qu'un simple traité ferait aussi bien l'affaire et rendrait tout cela inutile. Si nous avions la volonté de négocier ce traité, si nous en prenions l'initiative, on pourrait y arriver. Ce ne serait pas facile, il y aurait des obstacles, mais nous pourrions y arriver. Comment empêcher l'arsenalisation de l'espace si un laser basé au sol, un missile conventionnel ou grand nombre de systèmes en orbite peuvent être employés à des fins destructrices? Comment garantir que le bouclier antimissile soit bien utilisé contre des missiles et non contre des satellites ou même des cibles terrestres? Pour les opposants à un nouvel accord, il est déjà trop tard. L'arsenalisation de l'espace a commencé il y a bien longtemps. L'idée que l'espace est un environnement immaculé, qu'il suffirait d'arrêter nos activités là-haut pour que tout rentre dans l'ordre n'a tout simplement aucun sens. Pour certains experts, seul un large éventail de textes internationaux pourrait garantir l'usage pacifique de l'espace. Bien sûr qu'il faut un traité des Nations Unies, mais ce ne serait pas suffisant. Un accord plus complet devrait dire « Ok, l'espace a été militarisé, il y a des installations militaires dans l'espace, plusieurs d'entre elles, comme le GPS, sont utiles, mais nous devons chercher à obtenir que ces systèmes militaires soient utilisés à des fins multilatérales. Est-ce que je crois que ça va arriver? J'en doute fort. Mais il faut garder espoir et croire que tout est encore possible. L'élection de Barack Obama a provoqué un véritable élan d'espoir. Je vais couper des milliards de dollars de dépenses inutiles. Je vais couper les investissements dans un système antimissile qui n'a pas fait ses preuves. Je n'arsenaliserai pas l'espace. Peu après sa prise de pouvoir, en janvier 2009, la Maison-Blanche annonçait qu'elle souhaitait interdire tout système capable de détruire des satellites militaires et commerciaux. Mais une nouvelle administration peut-elle enrayer le développement de programmes soutenus depuis des décennies par l'état-major et les puissants partenaires industriels de la défense? L'histoire montre que les nations ne se désarment pas de leur plein gré. Elles se désarment parce qu'elles ont été battues, ou elles modifient la façon dont elles achètent, construisent et déploient leurs armes. Mais aucune superpuissance n'a jamais dit « Vous savez quoi, ce serait mieux si on était plus faible ». Je ne me souviens pas que ce soit déjà arrivé. Le budget de la défense d'Obama pour l'année 2010 allouait près d'1 milliard de dollars à la militarisation de l'espace. Au même moment, le Pentagone publiait un nouveau programme. Sous le nom d'OCS, ou contre-espace offensif, celui-ci prévoit des moyens accrus de contrôle spatial et la destruction de tout satellite jugé menaçant pour la sécurité nationale des États-Unis. L'Air Force Academy à Colorado Springs, où la doctrine de contrôle de l'espace et ses possibles conséquences sont étudiées. On peut difficilement dominer l'espace sans attaquer. Alors si nous voulons maintenir notre supériorité, tôt ou tard, nous devrons détruire des satellites ennemis.
Je ne sais pas si vous vous y connaissez en mécanique orbitale, mais si vous créez des débris dans l'espace, ils détruiront d'autres satellites, provoqueront une réaction en chaîne, et très vite vous aurez un nuage de débris autour de la Terre. Aujourd'hui, environ 600 000 débris circulent autour de la Terre. Leur très haute vitesse en fait des projectiles capables de tout détruire sur leur passage. Tous ces objets se déplacent à 22 000 km/h. À cette vitesse, un objet de la taille d'un petit pois a la puissance d'un boulet de canon. Déjà, le problème des débris dans l'espace est si grave que la NASA s'inquiète à chaque lancement de fusée. Parce que chaque lancement crée une certaine quantité de débris. À ce rythme, dans 50 ans, certaines orbites seront si polluées qu'elles deviendront inutilisables. Et ce qui s'y trouve déjà va se désintégrer et créer encore plus de débris. La destruction de satellites produit un nuage de débris qui pollue l'environnement spatial et menace les autres satellites. La question, en fait, est de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée de créer autant de débris. Et c'est franchement une très mauvaise idée, car il est impossible d'aller là-haut et nettoyer tout ça. Donc, plus on va dans l'espace, et plus on détruit de satellites, plus on génère de détritus en orbite, et plus on approche du moment où il deviendra impossible de lancer une fusée dans l'espace. La Terre sera encerclée par un champ de mines et toute fusée ou tout objet qui tentera de traverser cette couche de débris sera pulvérisé. Il est vraiment temps que l'on commence à considérer l'espace comme un environnement. Nous avons plusieurs centaines de milliards de dollars investis dans les usages pacifiques de l'espace. Je parle des satellites météo, des satellites de positionnement, d'observation scientifique. Tout le réseau mondial des communications repose sur les satellites. C'est un investissement incroyable des États-Unis, de l'Union européenne, du Canada et d'autres pays. Et tout cela est en péril si nous allons dans l'espace avec des armes. À quoi ressembleraient les premières heures d'un jour sur Terre, sans satellite? 6h15. Plusieurs satellites de communication cessent d'émettre. Sur une partie du globe, la couverture GPS disparaît. Les horloges atomiques à bord des satellites GPS ne transmettent plus. Tout réseau dont la synchronisation repose sur le temps atomique international est affecté. 350 millions de téléphones portables sont hors service. L'Internet est coupé pour des centaines de millions d'usagers. Dans le monde, cartes de crédit et comptes en banque sont bloqués. L'économie globale subit un crash sans précédent. Tous les réseaux d'information sont touchés. Dans de nombreuses villes, la circulation régulée par GPS est hors de contrôle. Des réseaux électriques se désynchronisent. Des dizaines de métropoles sont plongées dans l'obscurité en Europe, en Asie et en Amérique. Partout, les appels de détresse sont vains. La position de dizaines d'appareils ne peut être déterminée avec précision. Plusieurs centaines de vols sont annulés. Les accidents de trafic, trains, bateaux et avions augmentent de manière drastique. Jusqu'à ce jour, les nations ont su éviter une telle catastrophe. Une guerre en orbite produirait des tonnes de débris et polluerait l'environnement spatial, rendant impossible l'usage de satellites pour les siècles à venir. Tous les pays souffriraient des conséquences d'un conflit armé dans l'espace. Certains pensent toutefois qu'être le premier à y placer des armes reste la meilleure option. L'Union européenne, jusqu'à ce jour, s'est opposée à l'arsenalisation de l'espace. Mais pour combien de temps ? Si les Américains continuent de placer des armes, non plus des satellites militaires, mais des armes dans l'espace, il va peut-être falloir qu'on y réfléchisse et qu'on envisage au moins les moyens de se défendre ou de faire face, alors on ne dit pas à la menace américaine, mais à l'éventuelle course aux armements qui pourrait en découler. La Russie, elle,
a déclaré que si les États-Unis poursuivaient leur doctrine, elles seraient contraintes de détruire toute menace en orbite. Si les Américains installent leur système antimissile en orbite, on peut prévoir qu'il y aura bientôt des intercepteurs sur des stations spatiales. Ces engins orbiteront au-dessus de la Russie et de la Chine. Cela serait tout à fait inacceptable pour la Russie. La guerre des étoiles n'est plus un fantasme. C'est une réalité. Une telle politique encourage la course aux armements, la domination par la force et la prolifération d'armes de destruction massive. Du point de vue de la Russie, la militarisation de l'espace pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour la communauté internationale. Elle pourrait provoquer une nouvelle ère nucléaire. Au-delà des conséquences sur l'environnement spatial, une politique de domination de l'espace pourrait avoir un effet déstabilisant sur Terre. L'arsenalisation de l'espace pourrait être l'élément déclencheur d'un conflit nucléaire. Le déploiement d'armes anti-satellites ou le développement d'armes spatiales capables de viser la Terre pourrait, par accident, par erreur humaine ou par acte terroriste, provoquer le déclenchement de 9000 bombes à hydrogène, ce qui entraînerait une courte période glaciaire et la disparition de la plupart des espèces vivantes sur Terre. Nous sommes au bord d'un précipice nucléaire. L'utilisation de l'espace à des fins militaires semble inévitable. La technologie galopante et l'absence de traités laissent aujourd'hui la porte ouverte aux instincts belliqueux au-delà de l'atmosphère.